Parce qu'en général, tout ne finit pas par des chansons, mais tous les problèmes finissent par poser des questions juridiques. Que fait-on? Souvent, l'illusion consiste à légiférer avant même d'avoir réfléchi. Dans beaucoup d'autres cas, on réfléchit beaucoup, mais ce sont des questions sur lesquelles on se garde de légiférer. Là, nous n'excluons pas que les travaux qui sont conduits dans nos établissements puissent parfois inspirer des initiatives. Plusieurs idées ont été avancées jusqu'à présent. Donc, comme cela a déjà été dit par Anne Cheng, malheureusement, Samantha Besson ne pouvait pas être avec nous cet après-midi. Cependant, il est prévu que les actes de ce colloque soient publiés, et si possible d'ailleurs assez rapidement. Et le texte de Samantha Besson sur ce sujet très important de la souveraineté numérique figurera donc dans les actes. Donc nous allons commencer, nous avons donc deux orateurs. Nous allons commencer par Patrick Weil, s'il veut bien nous rejoindre. Alors Patrick Weil, j'allais dire aussi, faut-il le présenter? Ben oui, il faut. Il est historien, directeur de recherche émérite au CNRS, dans une équipe attachée à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il est professeur invité à la Yale Law School, qui l'a été de 2008 à 2024, et actuellement Fellow au Forum for Free Inquiry and Expression à l'Université de Chicago. Il est également, et ce n'est pas, je sais, le moindre de ses engagements, président fondateur de la Bibliothèque sans frontières depuis 2007. Parmi ses ouvrages, je vous signale le dernier paru qui est De l'immigration en France, qui vient de paraître chez un éditeur connu qui s'appelle Grasset. Il y a au fond, alors un livre que j'ai adoré, qui n'était pas sous ce titre, je crois, dans sa première édition, mais le nouveau titre, c'est Un fou à la Maison Blanche, mais il ne s'agit pas de celui auquel vous pensez, il s'agit du président Wilson et de la psychanalyse à distance qui a été entreprise de Wilson à l'initiative de l'ambassadeur Bullitt, qui était paru chez Odile Jacob en 2024. C'est un livre qui oblige à reconsidérer notre vue du traité de Versailles, des conditions de première tentative de mondialisation. C'est un livre passionnant. Et puis aussi, Patrick Weil est un des auteurs faisant autorité sur les questions de laïcité, et il a publié un livre de la laïcité en France, qui est en folio maintenant, Gallimard 2022. Donc, je vous donne la parole alors pour 29 minutes et 59 secondes. Alors, merci beaucoup à Anne Cheng et à Alain Suppiot de leur généreuse invitation. En fait, j'ai deux casquettes. Je partage mon temps entre ma production, mes recherches, ma production universitaire et la présidence d'une association. Dans le monde aujourd'hui, faire vivre une association n'est pas toujours facile. Mais il se trouve que mon association est pionnière dans l'IA, dans l'utilisation de l'IA. Et je pense une IA qui a des effets vertueux. Je vais essayer d'en dire 2 minutes quelque chose. Donc il y a beaucoup de zones dans le monde où les populations n'ont pas accès au Wi-Fi et à l'Internet et pratiquent des langues qui ne sont pas des langues internationales, des langues qui sont en train de mourir, qui ne sont que des langues locales. Et nous avons créé, par exemple, en Côte d'Ivoire et au Sénégal, sur des cartes SD, donc ils se mettent dans des portables, des dispositifs qui permettent de diffuser l'IA sur des cartes SD qui peuvent être insérées sur ces smartphones et qui vont permettre, par exemple, à des agents communautaires de santé qui couvrent le territoire de la Côte d'Ivoire, que c'est la première personne que vous allez voir quand vous êtes malade, et il va y avoir décrit dans les langues locales les 19 maladies les plus courantes et les prescriptions. Et puis on a créé, en enregistrant les langues, en les faisant travailler sur des systèmes, des questions possibles, donc une sorte d'IA, évidemment non connectée, qui vont répondre en fait à 99% des questions
que ces agents se posent quand ils ont entendu la description des 19 maladies. Donc vous voyez l'impact que ça a. Alors on le fait aussi dans le système éducatif du Sénégal. Donc, je m'arrête là parce que c'est important, parce que ça me donne une autre version de l'IA que celle que parfois on peut avoir comment je vais vous en parler maintenant en tant qu'universitaire ayant travaillé. Alors, je vais le faire du point de vue du droit que je connais. Je ne connais pas beaucoup de droit. Hein. Je connais un peu le droit de la nationalité, je dirais, le droit des étrangers et le droit du statut de la religion. Et en fait, puisque nous sommes dans un moment où on doit penser la démocratie et l'IA, quand vous m'avez gentiment proposé d'intervenir, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Et je me suis dit, je vais utiliser ce que j'ai appris de la jurisprudence du droit du statut de la religion aux États-Unis pour vous proposer quelque chose, une innovation juridique qui pourrait être utile dans l'équilibre qu'il faut créer entre le droit d'utiliser l'IA et la protection de la liberté individuelle et la liberté de penser. Donc c'est pour ça que... Alors, je vais vous parler de la liberté de conscience. La liberté de conscience, en droit français comme en droit américain, c'est un droit absolu. Il n'y a aucune limitation d'ordre public. Elle est affirmée, mais c'est un droit absolu qui n'est même pas mentionné ni dans la Constitution, ni dans les déclarations de droits que nous avons attachées à notre Constitution, ni dans la Constitution américaine et les amendements qui ont été apportés à la suite de l'adoption de la Constitution. Donc c'est quand même un peu paradoxal d'avoir un droit fondamental et absolu, ce qui est très rare. Je passe sous le contrôle du professeur Suppiot, des droits absolus, il n'y en a pas beaucoup, et qui ne sont même pas mentionnés dans les textes constitutionnels. Alors, il est mentionné en droit français dans la loi de 1905, c'est l'article 1 de la loi de 1905, la liberté de conscience. Il a été mentionné dans les premières versions de l'élaboration du premier amendement, et puis à la fin, quand ils ont adopté le premier amendement, ça n'était pas mentionné, et tous les historiens américains qui se sont penchés sur les raisons de cette disparition soudaine dans la dernière version du premier amendement, qui ne parle en matière puisque c'était souvent lié à la religion, qui ne parle que de la protection du free exercise, c'est-à-dire le droit d'exercer sa religion, et de l'absence de religion établie, de non-establishment. Donc, voilà comment fonctionnent les institutions, enfin, le droit américain fédéral jusqu'au milieu du XXe siècle, quand à un moment, la Cour suprême se trouve confrontée à un problème assez sérieux. En 1940, ayant à statuer de la situation de jeunes enfants témoins de Jéhovah, qui ne veulent pas faire le serment d'allégeance à la Constitution, qui se fait tous les jours dans certaines écoles publiques américaines, et ça n'est pas une violation, ça n'est pas une violation de leurs droits religieux, puisqu'ils ne veulent pas exercer la religion, ils demandent à être, c'est très intéressant pour nous, à être silencieux devant une parole qu'on veut leur obliger de prononcer. Bon. Et la première décision de la Cour, par 8 voix contre 1, c'est « vous êtes obligés, c'est l'intérêt général, il y a des obligations quand on est citoyen d'un pays, du démocratique, pour sauver la démocratie ». C'est les juges frankfurters qui proposent cette position qui est adoptée par 8 voix contre 1. Et ça provoque des remous extraordinaires dans le pays. D'abord, il y a des témoins de Jéhovah qui se font attaquer physiquement pour être des non-patriotes, etc. Et le président Roosevelt et sa femme sont très mal à l'aise parce qu'au moment où les États-Unis veulent s'affirmer les pays des 4 libertés face au régime nazi et face aussi à la Russie soviétique, voilà pas que la Cour suprême prend des positions, je dirais, autoritaires vis-à-vis d'enfants. Donc la première réaction, elle est d'ordre politique. Le président Roosevelt va nommer successivement 3 juges. Il va nommer le seul dissident président de la Cour suprême et 3 juges qui s'opposent à la décision jusqu'à ce qu'elle est renversée en 1943. Alors, sur quels critères est-elle renversée? Sur quel raisonnement? Eh bien, c'est le retour de la liberté de conscience. Alors, avant qu'elle s'affirme dans la décision de 1943,
elle est, comment dire, pensée dans des décisions intermédiaires qui concernent également les témoins de Jéhovah. Et qu'est-ce que vont dire les juges unanimes? C'est quand même un raisonnement de juriste, c'est quand même extraordinaire de dire la liberté de conscience est un droit si absolu que c'est pour ça que c'est pas dans la Constitution. Parce que la Constitution ne parle que de droits qu'on balance avec d'autres droits. Et donc, après avoir déclaré que c'était un droit absolu, il l'utilise pour protéger les enfants et leur donner le droit de ne pas prêter le serment d'allégeance à la Constitution. Alors, la liberté de conscience va devenir un concept utilisé de plus en plus dans la jurisprudence concernant justement la religion, mais va intervenir en 1985 une décision très importante dans une décision qui concerne l'obligation de faire une minute de silence à l'occasion d'une cérémonie de remise de diplôme. Le juge Stevens annule cette pratique d'une école publique et dit la liberté... Alors d'abord, il dit que la liberté de conscience est le droit fondamental sur lequel s'appuient toutes les libertés du premier amendement. Donc voilà. Et la deuxième chose qu'il dit, il dit, voilà, les croyances religieuses qui méritent le respect sont le fruit d'un choix volontaire et libre. Alors, cette décision ne provoque pratiquement pas de réaction, sauf d'un grand penseur toujours vivant qui s'appelle Michael Sandel. Et Michael Sandel dit « C'est terrible cette décision du juge Stevens parce qu'il n'a pas compris le sens des textes des pères fondateurs, parce que quand Madison a écrit sur le droit de la conscience, il parlait de droit des croyants. Or, les croyants n'ont pas de liberté de choix parce qu'ils ont un encumbered self, ils ont un moi encombré, qui est préoccupé, si vous voulez, au sens où il est déjà occupé par une pensée, et ils n'ont pas la liberté d'être croyants, ils ont été pris par une croyance, et ça n'a aucun sens de leur donner, de leur parler en disant « vous avez un droit ». C'est d'ailleurs ce que disait Durkheim sur la religion. Je ne vais peut-être pas le citer parce que sinon je vais perdre un peu de temps. Et c'est aussi par rapport à ce que nous... Donc, voilà, Durkheim disait, pour le croyant, ce qui constitue la religion, ce n'est pas une hypothèse plausible ou séduisante sur l'homme et sa destinée. Ce qui l'attache à sa foi, c'est qu'elle fait partie de son être. C'est qu'il ne peut y renoncer sans perdre quelque chose de lui-même, sans qu'il ne résulte une dépression, une diminution de sa vitalité, comme un abaissement de sa température morale. Eh bien, c'est exactement l'effet que produit l'addiction à la technologie décrite par Jacques Ellul dans un ouvrage qui s'appelle « Le bluff technologique ». Quand il parle, il dit « L'homme du monde occidental est un homme fasciné par la technologie moderne. Fascination avec ce que cela comporte de fixation exclusive sur un objet, d'intérêt passionné, d'impossibilité de se détourner, d'obéissance hypnotique, d'absence complète de prise de conscience et finalement d'extériorisation de soi, possession ou dépossession, selon le point de vue dans lequel on se situe. » Alors je trouve ça quand même très intéressant de pouvoir dire qu'au fond, l'IA ou les technologies ou le smartphone a le même type d'effet sur la conscience ou sur l'esprit que la religion, dans certaines circonstances. Et ce qui est intéressant avec la définition de Michael Sandel, c'est que qu'est-ce que ça veut dire la conscience dans l'esprit des juristes américains? C'est souvent un lien, le sens de l'existence, de la vie, la mort, mais Sandel, il dit, c'est le soi, c'est le moi encombré. C'est un peu une lecture psychanalytique du moi, parce que c'est le sujet parlant qui a son esprit. Wilson écrivait un jour à son père à 22 ans, j'ai découvert que j'avais un esprit libre, que ça y est, j'ai ma pensée libre et je peux m'exprimer. Donc c'est ça qui est encombré qui peut être par la religion ou par la technologie. Alors maintenant, je vais me penser sur quels sont les remèdes qui ont été apportés par la jurisprudence par rapport
à la question de l'encombrement de l'esprit ou du risque de, comment dire, d'imposer de façon autoritaire, de façon coercitive, aux consciences des citoyens des options qu'ils n'auraient pas choisies librement. Et là, vous avez toute une jurisprudence américaine qui ressemble un petit peu à ce que nous avons fait avec la loi de 1905 en créant des espaces séparés, avec des espaces publics, ou par exemple l'espace scolaire. C'est-à-dire que, par exemple, il y avait dans la tradition américaine des prières à l'école, et les prières ont été interdites dans les années 60. Ça a provoqué une crise quasi constitutionnelle, et même, vous voyez, la minute de silence a été interdite aussi parce que c'était une pression sur des consciences fragiles en formation. Et donc, je dirais, là, vous avez une stratégie qui est un peu la stratégie de la loi de séparation, de création d'espaces distincts, où il y a des endroits où on supprime la présence du religieux pour que l'esprit puisse se former. Et on peut se demander si ça n'est pas quelque chose qu'il faut proposer pour que l'esprit de nos jeunes enfants, confrontés à l'IA, puisse se former avec une liberté de conscience. Maintenant, vous avez aussi, ça je l'ai entendu de collègues américains, ils me disent maintenant il y a une génération qu'on a laissé s'éduquer depuis l'âge de 3 ans avec les smartphones, l'IA, etc., qui sont complètement addicts. Je veux dire, ils ont eu l'esprit déformé. Ils ont eu l'esprit déformé. Et d'ailleurs, je me suis amusé à poser la question à Claude. J'ai dit, l'IA et la liberté de conscience, il m'a dit, il y a deux choses. Il y a soit comment fait-on quand l'esprit n'a pas été encore déformé, et puis il y a le problème de quand l'IA a déjà pénétré l'esprit avant qu'il puisse faire un choix. Eh bien là, je trouve qu'il y a des choses intéressantes dans certaines littératures, et je me suis référé à un ouvrage d'un philosophe politique américain, Michael Walzer, dans un ouvrage qui s'appelle « De l'exode à la liberté ». Parce que, en fait, l'exode, vous connaissez tous, c'est les Hébreux sortent d'Égypte, mais qu'est-ce que c'était que l'esclavage ? L'esclavage, ce que dit Walzer, quant à la majorité des esclaves en Égypte, ce fut la servitude, l'esclavage de l'esprit. Ils apprirent, je l'ai dit en impression, à imiter leur maître, mais à distance seulement, craintivement, en rêve. Donc l'esclavage de l'esprit, comment s'en sort-on ? Et là, vous avez tout un développement, c'est 40 ans dans le désert, c'est-à-dire 2 générations qu'il faut, j'allais dire, éduquer à la liberté, et on ne peut pas échapper à cette éducation longue dans la liberté. Et Marx, alors c'est intéressant parce que cette idée de longue transition avant la liberté a été utilisée par Marx en 1848. La révolution, trouvons là non son terme et son commencement d'organisation, n'est pas une révolution au souffle court. La génération actuelle ressemble aux Juifs que Moïse a conduits à travers les déserts. Elle n'a pas seulement un nouveau monde à conquérir, il faut qu'elle périsse pour faire place aux hommes qui seront à la hauteur du nouveau monde. Et Clémenceau, parlant des Allemands après la Première Guerre mondiale, il dit « J'ai aimé de nombreux Allemands immensément, mais ils étaient comme des agneaux dans les mains de leurs empereurs rois. Maintenant, ils sont en train d'apprendre les droits de l'homme dans la peine et la souffrance. Si cet apprentissage poursuit son cours pendant 50 ans, sans interruption, je ne désespère pas. » Je m'arrête la citation là. Il disait 50 ans pour éduquer à la liberté. Alors moi, je vais conclure en réfléchissant avec vous à des solutions qui peuvent s'inscrire dans le droit et ou dans la pratique. Alors je pense par exemple à ce que j'ai dit tout à l'heure sur la création d'espaces libres de l'IA ou de smartphones. Ça commence, dans les établissements scolaires, ça a commencé aussi aux États-Unis. Si j'ai bien compris, à la rentrée scolaire prochaine en France,
il y a des décisions qui ont été prises et je pense que ça va dans le bon sens. Mais je pense qu'il faut aussi, ensuite, il ne faut pas se satisfaire que de cela. Je pense qu'il doit y avoir aussi peut-être des guides d'utilisation de l'IA. Par exemple, moi, je constate, en ce qui me concerne, c'est que quand je connais un sujet et que je consulte l'IA, il y a des choses intéressantes, mais je fais tout de suite je prends tout de suite la distance parce qu'il y a des choses qui sont fausses. Alors que quand je ne connais pas un sujet et que je pose une question, je trouve ça formidable qu'il m'ait répondu dans une langue. Et donc, je pense qu'il y a une méthode d'apprentissage de l'usage de l'IA qui doit être faite. Vous avez, par rapport à la question, à la définition qu'Alain disait ce matin, l'impact, c'est-à-dire l'emprise et l'isolement, et la question de l'isolement qu'il faut aussi résoudre. Et là, vous avez eu un travail qui a été fait par un professeur qui s'appelle Fishkin, professeur à Stanford, et avec Bruce Ackerman, ils ont écrit un livre qui s'appelle le Deliberation Day. Ils ont noté que quand, avant une élection, on réunissait les citoyens par exemple dans un bâtiment municipal, pour leur faire discuter des affaires du pays, avec différents thèmes. Et qu'ils passaient une journée à parler, eh bien, le fait qu'ils aient parlé librement avec d'autres citoyens changeait leur opinion sur les sujets à la fin de la journée. Et donc, je dirais que, alors c'est très intéressant parce que eux proposaient d'instaurer avant chaque élection américaine un Deliberation Day, un jour férié, où les citoyens se réunissaient au niveau, je dirais, de leur mairie, pour pouvoir, non pas être sous l'influence des médias, etc., mais être dans la discussion entre citoyens. Moi, je me demande s'il n'y a pas à faire ça aussi, à créer des moments où on va sans smartphone, sans IA, et on va passer des journées à discuter librement et à se rafraîchir, je dirais, à tout point de vue l'esprit, avec des compatriotes à certains moments du processus démocratique. Je dirais une dernière chose en terminant sur l'expérience de mon association. On a créé avec Philippe Stark un centre culturel portatif qu'on utilise dans les camps de réfugiés avec des gens qui ont été traumatisés, les femmes ukrainiennes violées par les soldats russes, leurs enfants, etc. Et dans ces centres culturels, c'est un espace de circulation entre des livres papier et puis l'Internet, l'accès à l'Internet. Et qu'est-ce qu'on remarque? D'abord, c'est que les enfants vont toujours d'abord sur le papier, vont toujours sur le dessin papier, le toucher. Le papier reste ce que les enfants préfèrent, même quand on leur offre un écran. Alors après, il y a la possibilité de circuler. Eh bien, je dirais qu'il faut repenser des espaces comme ceux des bibliothèques publiques, où il y a des livres papier, il y a aussi l'accès à l'Internet, et où le travail d'aller-retour entre le papier, la possibilité d'avoir des salles où on se parle, où on discute, et puis les nouvelles technologies peuvent être gérées par des conservateurs ou des animateurs, puisque on appelle plus ça bibliothèque, on appelle ça médiathèque, de plus en plus, peuvent apprendre au maniement des médias différenciés afin de créer les conditions de la liberté de conscience. Merci de votre attention.